Le 8 novembre 1519, Hernán Cortés et ses 500 hommes pénètrent dans Tenochtitlan. La capitale aztèque s'étend sur une île au milieu du lac Texcoco, reliée à la terre ferme par 8 chaussées étroites. Des temples pyramidaux dominent la cité, des canaux quadrillent les rues, et 200 000 habitants peuplent cette métropole plus vaste que n'importe quelle ville européenne de l'époque. Cortés avait quitté Cuba en février 1519 sans autorisation du gouverneur Diego Velázquez. Sa flotte comptait 11 navires, 600 hommes, 16 chevaux et quelques canons. Sur la côte mexicaine, il fonde Veracruz et brûle ses navires pour empêcher toute désertion. Ses soldats comprennent alors qu'il n'y a pas de retour possible. L'empereur Moctezuma II attend les Espagnols à l'entrée de la ville. Le souverain aztèque porte une coiffe de plumes de quetzal et des ornements d'or massifs. Ses serviteurs balayent le sol devant lui pour que ses pieds ne touchent pas la terre nue. Moctezuma accueille Cortés avec tous les honneurs dus à un descendant du dieu Quetzalcoatl, la divinité à peau blanche annoncée par les prophéties. Les Espagnols s'installent dans le palais d'Axayacatl, une résidence fortifiée au cœur de la capitale. Ils découvrent une civilisation raffinée. Le marché de Tlatelolco attire 60 000 personnes chaque jour. Des marchands y vendent du cacao, de la vanille, des plumes exotiques, de l'or, du jade et des esclaves. Les jardins suspendus de Chapultepec rivalisent avec ceux de Babylone. Les temples ornés de sculptures complexes témoignent d'une architecture sophistiquée. Mais derrière cette splendeur se cache une réalité brutale. L'Empire aztèque maintient son pouvoir par la terreur. Les peuples soumis paient un tribut écrasant. Les guerres constantes alimentent les temples en victimes pour les sacrifices humains. Des milliers de prisonniers montent chaque année les marches du Templo Mayor, où les prêtres leur arrachent le cœur avant de jeter leur corps dans les escaliers. 3 jours après son arrivée, Cortés exécute un coup d'audace qui stupéfie les Aztèques. Il se présente au palais de Moctezuma avec une 50aine d'hommes et exige que l'empereur le suive sans résistance. Moctezuma, persuadé que résister aux envoyés des dieux apporterait un châtiment pire, accepte. Il quitte son palais pour s'installer chez les Espagnols, officiellement comme invité, en réalité comme otage. Pendant 6 mois, Cortés gouverne l'Empire aztèque à travers Moctezuma. L'empereur continue de recevoir ses dignitaires, de rendre la justice, de donner des ordres, mais chaque décision passe désormais par Cortés. Les Espagnols explorent la ville, inventoriant les trésors, cartographient les défenses. Ils découvrent dans les sous-sols du palais d'Axayacatl une chambre secrète remplie d'or accumulé par le père de Moctezuma. Des lingots, des bijoux, des masques d'or massifs s'entassent du sol au plafond. Les conquistadors ne cachent pas leur avidité. Ils fondent les œuvres d'art aztèques pour en faire des lingots plus faciles à transporter. Ils exigent toujours plus de tribut. Cette cupidité révèle aux Aztèques que ces étrangers ne sont pas des dieux, mais des hommes ordinaires motivés par la soif de richesse. En avril 1520, des messagers arrivent de la côte avec une nouvelle alarmante. Diego Velázquez, furieux de la désobéissance de Cortés, a envoyé une expédition punitive de 1400 hommes sous le commandement de Pánfilo de Narváez. Cette force, 3 fois supérieure à celle de Cortés, a pour mission d'arrêter le conquistador rebelle et de reprendre le contrôle de l'expédition. Cortés se retrouve pris en tenaille. S'il reste à Tenochtitlan, Narváez prendra Veracruz et coupera sa ligne de retraite. S'il part affronter Narváez, il abandonne la capitale et son otage impérial. Il choisit l'audace. Le 20 mai 1520, il quitte Tenochtitlan avec 250 de ses meilleurs hommes, laissant Pedro de Alvarado à la tête de 80 Espagnols et quelques centaines d'alliés tlaxcaltèques pour garder la ville et Moctezuma. Pedro de Alvarado n'a ni l'intelligence politique ni la finesse diplomatique de Cortés. C'est un soldat brutal, impulsif, surnommé Tonatiuh, le soleil, par les Aztèques à cause de ses cheveux blonds. Les tensions montent rapidement en l'absence de Cortés. Le 22 mai 1520, les Aztèques célèbrent Toxcatl, la fête la plus importante de leur calendrier en l'honneur du dieu Tezcatlipoca. Moctezuma demande à Alvarado l'autorisation d'organiser la cérémonie. Alvarado accepte à condition qu'il n'y ait ni sacrifice humain ni port d'armes.
plus de 600 nobles et guerriers aztèques se rassemblent dans la cour du Templo Mayor. Ils portent leurs plus beaux atours, plumes de quetzal, colliers de jade, bracelets d'or, ornements de turquoise. Les tambours résonnent, les conques marines mugissent. Les nobles commencent la danse du serpent, une cérémonie ancestrale où les participants forment une longue file ondulante. Ils sont désarmés, vulnérables, concentrés sur leur rituel religieux. Alvarado observe la scène depuis les remparts du palais d'Axayacatl. Selon sa version, un prisonnier torturé lui a révélé qu'une révolte se prépare et que les Aztèques profiteront de la cérémonie pour attaquer. D'autres sources suggèrent qu'Alvarado convoite simplement l'or porté par les nobles. La vérité reste incertaine. Ce qui est certain, c'est qu'Alvarado ordonne l'attaque. Les Espagnols bloquent d'abord toutes les sorties de la cour du temple, puis ils chargent. Les épées d'acier s'abattent sur les nobles désarmés. Les arquebuses tonnent à bout portant. Les arbalètes transpercent les corps. Le massacre dure 2 heures. Les chroniques aztèques décrivent des scènes d'horreur. Des têtes tranchées qui roulent sur les dalles, des entrailles répandues, des corps décapités qui continuent de courir avant de s'effondrer, le sang qui coule dans les escaliers du temple comme une rivière rouge. Lorsque la nouvelle du massacre se répand dans Tenochtitlan, la ville explose. Les guerriers aztèques prennent les armes. Des milliers d'hommes convergent vers le palais d'Axayacatl. Les Espagnols se barricadent à l'intérieur avec Moctezuma. Le siège commence. Sur la côte, Cortés a vaincu Narvaez dans une bataille nocturne audacieuse menée sous une pluie battante. Le 27 mai 1520, à Zempoala, ces 266 hommes ont attaqué par surprise le camp de Narvaez. Ils ont capturé l'artillerie et la cavalerie ennemies avant que Narvaez ne puisse réagir. Dans la confusion, une pique a frappé Narvaez à l'œil. Blessé et capturé, il a vu ses troupes se rallier à Cortés, attiré par la promesse des richesses de Tenochtitlan. Cortés revient vers la capitale avec une armée renforcée de plus de 1300 hommes. Il apprend en route le massacre de Toxcatl et la révolte qui s'en est suivie. Quand il arrive aux portes de Tenochtitlan, le 24 juin 1520, la ville semble étrangement calme. Les Aztèques le laissent entrer sans résistance, lui et tous ses hommes. C'est un piège. Une fois les Espagnols à l'intérieur, les Aztèques relèvent les ponts des chaussées. La garnison assiégée depuis 1 mois est au bord de la rupture. L'eau manque. Les provisions s'épuisent. Les blessés s'entassent dans les salles du palais. L'odeur des cadavres empile dans la chaleur de juin. Cortés comprend immédiatement la gravité de la situation. Il tente une dernière manœuvre diplomatique. Le 29 juin, il amène Moctezuma sur une terrasse du palais pour qu'il s'adresse à son peuple et calme la révolte. L'empereur apparaît devant la foule massée en contrebas. Mais Moctezuma n'est plus qu'une marionnette brisée. 6 mois de captivité l'ont transformé. Les Aztèques le huent. Des pierres et des javelots volent vers la terrasse. Moctezuma est touché à la tête par une pierre lancée d'une fronde. Il s'effondre, blessé gravement. Les Espagnols le ramènent à l'intérieur. 3 jours plus tard, il meurt. Les Espagnols affirment que la blessure l'a tué. Les Aztèques soutiennent que Cortés l'a assassiné, devenu inutile. Avec la mort de Moctezuma, le dernier levier de négociation disparaît. Cuitlahuac, frère de Moctezuma qu'Alvarado avait capturé lors du massacre, puis relâché par Cortés en geste de bonne volonté, devient le nouvel empereur. Contrairement à son prédécesseur, Cuitlahuac refuse toute compromission avec les envahisseurs. Son premier ordre est simple: exterminer les Espagnols jusqu'au dernier. Cortés réunit ses capitaines. La situation est désespérée. Les Aztèques attaquent jour et nuit. Ils lancent des pierres et des flèches depuis les toits environnants. Ils tentent d'incendier le palais. Les Espagnols ripostent avec leurs canons et leurs arquebuses, mais les munitions s'épuisent. L'eau est rationnée. Les chevaux meurent de soif. Les hommes faibles de faim et de blessures commencent à perdre espoir. Rester signifie une mort certaine. Sortir de jour est un suicide. Les rues grouillent de guerriers aztèques. Chaque toit abrite des archers. Chaque coin de rue cache une embuscade. Cortés décide de tenter une sortie nocturne.
Si les Espagnols peuvent atteindre la chaussée de Tacuba à l'ouest, la plus courte des 8 chaussées menant hors de la ville, ils auront une chance de gagner la terre ferme, puis le territoire de leurs alliés tlaxcaltèques. Les Aztèques ont détruit les ponts des chaussées pour piéger les Espagnols dans la ville. Ces chaussées, larges de seulement 6 mètres, s'étendent sur des kilomètres au-dessus des eaux du lac Texcoco. À intervalles réguliers, des coupures dans la chaussée permettent aux canaux de passer. Des ponts en bois enjambèrent ces brèches, mais les Aztèques les ont tous enlevés. Les charpentiers espagnols construisent un pont portable. C'est une structure en bois massif que 400 porteurs tlaxcaltèques devront transporter et installer à chaque brèche. Le plan est simple en théorie. L'avant-garde traverse, le pont est déplacé à la brèche suivante, et ainsi de suite jusqu'à la terre ferme. Cortés organise ses forces. Gonzalo de Sandoval commande l'avant-garde avec les meilleurs soldats et la cavalerie disponible. Pedro de Alvarado et Cristobal de Olid protègent les flancs avec les soldats moyens. Juan Velázquez de León dirige l'arrière-garde avec les nouveaux venus de l'expédition de Narvaez, les moins expérimentés. Au centre, les blessés, les femmes espagnoles, les alliés indigènes et le trésor. Le trésor. Des tonnes d'or accumulées pendant 6 mois. Cortés fait fondre tous les bijoux aztèques en lingots. Il prélève le quin royal, la part du roi d'Espagne. Il distribue une portion aux soldats. Mais la majeure partie reste. Cortés annonce que chacun peut en prendre autant qu'il veut. C'est une erreur fatale. Les soldats se ruent sur l'or. Ils remplissent leurs poches, leurs sacs, leurs vêtements. Certains transportent jusqu'à 20 kilos d'or sur eux. Les vétérans de Cortés, qui connaissent la guerre, prennent peu ou rien. Ils savent que dans la bataille à venir, la mobilité vaudra plus que l'or. Mais les hommes de Narvaez, avides et inexpérimentés, s'alourdissent jusqu'à ne plus pouvoir courir. Le 30 juin 1520, vers minuit, les Espagnols sortent du palais d'Axayacatl. Une pluie fine tombe sur Tenochtitlan. Les nuages masquent la lune. Dans l'obscurité et le silence, plus de 1300 Espagnols, plusieurs milliers d'alliés tlaxcaltèques et des dizaines de porteurs chargés du trésor se faufilent dans les rues désertes. Ils progressent lentement à travers la ville endormie. Le cliquetis des armures, le martèlement sourd des sabots sur les pavés, le grincement du pont portable traîné par les porteurs. Chaque bruit résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. Mais la pluie et l'obscurité les protègent. Ils atteignent la chaussée de Tacuba sans avoir été repérés. L'avant-garde commence à traverser. Le premier groupe atteint la première brèche. Les porteurs installent le pont portable. Les soldats commencent à traverser. Tout se déroule selon le plan. Puis un cri déchire la nuit. Une femme aztèque puisant de l'eau dans le lac a aperçu les silhouettes sur la chaussée. Son cri d'alarme réveille la ville. Des conques résonnent depuis les temples. Des tambours battent le signal d'attaque. Des milliers de torches s'allument dans toute Tenochtitlan. Les guerriers aztèques se ruent hors de leur maison. Ils se précipitent vers la chaussée de Tacuba. Simultanément, des centaines de canots se mettent à l'eau. Les Aztèques ont préparé cette situation. Ils savent que les Espagnols ne peuvent fuir que par les chaussées. Ils ont des guerriers et des embarcations prêtes à intervenir. Sur la chaussée, le chaos éclate. L'avant-garde continue d'avancer, mais le reste de la colonne se trouve prise au piège. Les canots aztèques arrivent des 2 côtés de la chaussée étroite. Les guerriers lancent des javelots, tirent des flèches, projettent des pierres avec leurs frondes. Les Espagnols ripostent avec leurs arquebuses, mais dans l'obscurité et la pluie, ils touchent rarement leur cible. La première brèche devient un goulot mortel. Le pont portable, trop lourd et mal conçu, s'enfonce dans la boue sous le poids des hommes qui le traversent. Il devient impossible à déplacer. Les porteurs tlaxcaltèques paniquent et l'abandonnent. La deuxième brèche, plus large, reste infranchissable. Les hommes tentent de sauter. Certains réussissent. La plupart tombent dans l'eau. Chargés de leur armure et de l'or volé, ils coulent immédiatement. Ceux qui savent nager se débarrassent de leur équipement et tentent d'atteindre l'autre rive à la nage. Les guerriers aztèques dans les canots les harpons ou les assomment à coups de rame. Les cadavres s'accumulent dans la brèche. Les hommes qui suivent marchent sur les corps de leurs camarades pour traverser. Les morts servent de pont aux vivants. La chaussée devient un charnier. Le sang se mêle à l'eau de pluie. Les blessés glissent et tombent dans le lac où ils se noient. L'arrière-garde subit le pire.
Juan Velázquez de León et ses hommes, composés principalement des soldats de Narvaez, n'ont jamais combattu les Aztèques. Ils ne connaissent pas leur tactique. Débordés de tous côtés, écrasés par le nombre, alourdis par l'or qu'ils transportent, ils sont massacrés. Velázquez de León meurt en combattant, entouré de guerriers aztèques. Son corps disparaît dans le lac. Pedro de Alvarado, responsable du massacre de Toxcatl qui a déclenché cette catastrophe, se bat comme un démon. Sa section tient la position aussi longtemps que possible pour permettre aux autres de traverser. Mais quand son cheval est tué sous lui et que tous ses hommes sont morts ou en fuite, il se retrouve seul face à une horde de guerriers. Devant lui, une brèche large de 6 mètres. Derrière lui, des dizaines d'Aztèques qui chargent. Alvarado recule, prend son élan et saute. Sa lance plantée dans le fond vaseux de la brèche lui sert de perche. Il bondit par-dessus l'eau et atterrit de l'autre côté. Les chroniqueurs espagnols appelleront ce saut miraculeux, le saut d'Alvarado. Les chroniques aztèques ne mentionnent pas cet exploit, suggérant qu'il relève plus de la légende que de la réalité. Au centre de la colonne, le trésor royal est perdu. Les canons abandonnés, les chevaux morts. Les femmes espagnoles qui accompagnaient l'expédition sont pour la plupart capturées. Parmi les rares survivantes, Malinche, l'interprète et maîtresse de Cortés, et Maria Estrada, une soldadera qui combat aux côtés des hommes. Cortés et l'avant-garde atteignent la terre ferme au village de Tacuba, après 3 heures de combat ininterrompus. Ils se retournent et regardent vers la chaussée. Dans la lumière grise de l'aube, ils découvrent l'ampleur du désastre. Des centaines de corps jonchent la chaussée. L'eau du lac est rouge de sang. Les survivants continuent d'arriver par petits groupes, blessés, épuisés, traumatisés. Bernal Díaz del Castillo, soldat et chroniqueur présent cette nuit-là, écrira plus tard « Nous nous sommes assis et avons pleuré, car nous n'avions pas assez de larmes pour pleurer tous nos morts. Les pertes sont catastrophiques. Sur les 1300 Espagnols qui ont quitté le palais d'Axayacatl, seulement 500 atteignent Tacuba. 800 sont morts ou capturés. Parmi les morts, Juan Velázquez de León, plusieurs capitaines vétérans, la majorité des nouveaux venus de l'expédition de Narvaez. Les alliés tlaxcaltèques ont perdu entre 1000 et 4000 hommes, selon les sources. Tous les canons sont perdus. La plupart des chevaux sont morts. Les arquebuses sont inutilisables, la poudre détrempée. Le trésor entier repose au fond du lac Texcoco. Les survivants ne peuvent pas rester à Tacuba. Le village fait partie de l'Empire aztèque. Ses habitants sont hostiles. Cortés ordonne la marche immédiate vers le territoire tlaxcaltèque, à 80 km au nord-est. Les tlaxcaltèques sont leurs seuls alliés fiables dans cette région. Les blessés s'appuient sur les valides. Ceux qui ont perdu leurs armes ramassent des pierres et des bâtons. Ils n'ont presque pas de nourriture. L'eau manque, mais s'arrêter signifie mourir. Les Aztèques ne leur laissent aucun répit. Des groupes de guerriers les harcèlent sans cesse. Ils attaquent l'arrière-garde, forcent les Espagnols à se retourner et combattre, puis se retirent avant que la cavalerie puisse charger. Cette tactique use les forces espagnoles sans jamais leur permettre de repos. Pendant 6 jours, les survivants marchent vers le nord. Ils traversent des villages hostiles. Les habitants les bombardent de pierres depuis les toits. Ils doivent combattre pour chaque puits, chaque source d'eau. La soif devient leur pire ennemi. Plusieurs hommes meurent de déshydratation. D'autres, blessés trop gravement pour continuer, sont abandonnés sur le chemin où les Aztèques les capturent pour les sacrifier. Le moral s'effondre. Les hommes murmurent contre Cortés. Certains l'accusent d'avoir causé ce désastre par son ambition. D'autres suggèrent de retourner à Veracruz et d'abandonner toute idée de conquête. Cortés maintient la discipline par la force de sa personnalité et l'espoir qu'à Tlaxcala, ils trouveront refuge. Les chroniques rapportent qu'une nuit, Cortés s'assoit seul sous un grand arbre à huéhuettes. Il regarde ces hommes épuisés dormir sur le sol dur. Il pense aux 800 morts de la Noche Triste. Il réalise que son rêve de conquête s'est transformé en cauchemar. Selon la légende, il pleure sous cet arbre. L'endroit sera plus tard appelé l'arbre de la Noche Triste. Le 7 juillet 1520, une semaine après la Noche Triste, les survivants approchent de la plaine d'Otumba. C'est une vaste étendue plate à 30 km au nord-est de Tenochtitlan.
Ils espèrent la traverser rapidement et atteindre les montagnes qui marquent le territoire tlaxcaltèque. Quand ils émergent dans la plaine, ils découvrent une vision terrifiante. Une immense armée aztèque les attend. Les estimations varient, mais les sources s'accordent sur une force d'au moins 40 000 guerriers, peut-être 100 000. L'empereur Cuitlahuac a ordonné l'annihilation totale des Espagnols. Il ne veut laisser aucun survivant qui pourrait revenir avec des renforts. Les guerriers aztèques couvrent la plaine. Leurs armures de coton matelassé brillent au soleil. Leurs casques ornés de plumes de quetzal et d'aigle ondulent dans la brise. Leurs bannières et étendards flottent. Les tambours résonnent. Les conques mugissent. C'est l'armée complète de l'Empire aztèque mobilisée pour écraser une poignée de survivants. Face à eux, 440 fantassins espagnols épuisés, la plupart blessés, armés de lances et d'épées. 20 cavaliers montés sur des chevaux affamés et boiteux. 12 arbalétriers avec peu de carreaux. 7 arquebusiers avec presque plus de poudre. Quelques centaines d'alliés tlaxcaltèques tout aussi épuisés. Aucune artillerie. Aucune position défensive. En terrain plat, face à une armée 50 fois supérieure en nombre. Cortés rassemble ses capitaines. Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado, Cristobal de Olid. Tous savent que c'est la fin. Les Aztèques sacrifient systématiquement leurs prisonniers. Il n'y aura ni reddition ni merci. Ils doivent combattre et mourir, ou par miracle percer et survivre. Cortés donne ses ordres. Les soldats forment un carré serré, lance vers l'extérieur. Les blessés au centre, les cavaliers prêts à charger au point de rupture. Les arbalétriers et arquebusiers distribuent leurs munitions. Ils n'en ont que pour quelques minutes de combat. L'armée aztèque attaque. Des milliers de guerriers chargent de tous côtés. Ils lancent des nuées de javelots et de flèches. Les Espagnols ripostent avec leurs arbalètes et arquebuses, mais ils sont submergés. Les guerriers aztèques atteignent les lignes espagnoles et le combat devient un corps à corps brutal. Les épées d'acier espagnoles fracassent les boucliers de bois aztèques. Les massues macuahuitl bordées d'éclats d'obsidienne tranchantes déchirent les armures espagnoles. Les hommes tombent des deux côtés. Les Espagnols maintiennent leur formation carrée, dos à dos, soutenant les blessés, remplaçant les morts. Ils combattent avec l'énergie du désespoir, sachant que la capture signifie la mort sur l'autel sacrificiel. Pendant des heures, la bataille fait rage sous le soleil brûlant de juillet. Les Espagnols résistent, mais leurs forces s'épuisent. Ils ne peuvent pas tenir indéfiniment. Les Aztèques remplacent leurs pertes avec des guerriers frais. Les Espagnols n'ont aucune réserve. Cortés observe le champ de bataille depuis le centre de la formation. Son expérience militaire lui fait remarquer un détail crucial. Les guerriers aztèques ne chargent pas de manière désordonnée. Ils suivent les ordres d'un commandant central. Sur une colline à quelques centaines de mètres, un guerrier se distingue des autres. Il porte une coiffe de plumes spectaculaire et tient un étendard décoré. C'est Matlatzincatzin, le Cihuacoatl, vice-roi de l'Empire aztèque, commandant en chef de cette armée. Cortés comprend que dans la guerre aztèque, la capture de l'étendard et la mort du chef signifient la défaite psychologique. Les Aztèques croient que l'étendard contient l'esprit de leur dieu de la guerre. Sa perte démoralise instantanément les guerriers. Il rassemble ses meilleurs cavaliers, Sandoval, Alvarado, Olid, Juan de Salamanca et quelques autres. Il leur explique son plan. Une charge suicide directe à travers l'armée aztèque pour atteindre le commandant et capturer l'étendard. Les chances de succès sont minimes, les chances de survie nulles, mais c'est leur seule option. « Santiago !» crie Cortés en éperonnant son cheval. Les cavaliers chargent. Ils forment un coin de fer et de rage qui frappe l'armée aztèque comme un boulet de canon. Les lances transpercent, les épées taillent, les chevaux piétinent. Les guerriers aztèques tentent de les arrêter, mais la charge est trop rapide, trop violente. Ils percent les lignes aztèques. Ils franchissent les rangs de guerriers stupéfaits. Ils galopent vers la colline où se tient Matlatzincatzin. Le commandant aztèque voit trop tard le danger. Ses gardes du corps forment un mur de boucliers, mais Cortés et ses cavaliers les écrasent. Cortés frappe Matlatzincatzin de sa lance. Le Cihuacoatl tombe de son palanquin. Juan de Salamanca bondit de son cheval et achève le commandant aztèque d'un coup d'épée. Il arrache l'étendard sacré et le brandit au-dessus de sa tête. L'effet est immédiat et dévastateur.
Les guerriers aztèques voient leur étendard capturé et leur chef mort. La panique se répand dans leurs rangs comme un feu de prairie. L'armée organisée se transforme en foule désordonnée. Les guerriers rompent la formation et fuient dans toutes les directions. Les cavaliers espagnols poursuivent les fuyards, taillant dans leurs rangs. Les fantassins espagnols, qui il y a quelques minutes luttaient pour leur survie, se lancent à la poursuite des Aztèques en déroute. La bataille d'Otumba, qui semblait perdue, devient une victoire miraculeuse. Le prix est élevé. Des dizaines d'Espagnols supplémentaires sont morts. Presque tous les survivants sont blessés. Mais ils ont gagné. Ils ont brisé l'armée aztèque envoyée pour les exterminer. 3 jours après Otumba, les survivants atteignent le territoire tlaxcaltèque. Les Tlaxcaltèques, ennemis jurés des Aztèques, accueillent les Espagnols. Xicotencatl l'Ancien, chef de la confédération tlaxcaltèque, hésite d'abord. Les Espagnols ont l'air de vaincus. Leur alliance semble désormais sans valeur. Pourquoi protéger des perdants contre la colère de l'Empire aztèque? Mais Cortés déploie toute sa rhétorique. Il promet que d'autres Espagnols viendront avec des armes et des renforts. Il rappelle aux Tlaxcaltèques les siècles d'oppression aztèque, les villages pillés, les jeunes hommes capturés pour être sacrifiés. Il leur offre la liberté définitive s'ils maintiennent leur alliance. Xicotencatl accepte finalement. Les Espagnols s'installent à Tlaxcala pour se soigner et reconstruire leurs forces. Les semaines suivantes révèlent l'étendue du désastre. Sur les 1300 Espagnols entrés dans Tenochtitlan, seulement 440 ont survécu à la Noche Triste et à la marche vers Tlaxcala. Parmi les morts, plus de la moitié des vétérans qui accompagnaient Cortés depuis Cuba, presque tous les nouveaux venus de l'expédition de Narvaez, 5 capitaines de haut rang, des dizaines de cavaliers, tous les artilleurs. Les femmes espagnoles ont été capturées et sacrifiées. L'artillerie entière est perdue. Les arquebuses détruites. Le trésor englouti dans le lac Texcoco. Les blessés remplissent les maisons tlaxcaltèques, converties en hôpitaux de fortune. Beaucoup succombent à leurs blessures dans les jours suivants. D'autres restent invalides à vie. Les infections causées par les armes aztèques, enduites de matière fécale, tuent autant que les blessures elles-mêmes. Les survivants racontent leurs histoires. Les cadavres empilés dans les brèches de la chaussée. Le sang qui transformait l'eau du lac en rouge. Les cris des blessés abandonnés. Les guerriers aztèques qui les poursuivaient sans relâche. Plusieurs hommes sombrent dans la folie. Ils hurlent la nuit, revivant la traversée de la chaussée. Certains désertent et tentent de rejoindre Veracruz pour fuir ce cauchemar. Les nouvelles qui arrivent de Tenochtitlan sont terrifiantes. Les prisonniers espagnols capturés pendant la Noche Triste sont sacrifiés publiquement sur le Templo Mayor. Les prêtres aztèques leur arrachent le cœur vivant et font rouler leurs corps dans les escaliers. Leurs têtes coupées sont exposées sur le Tzompantli, le mur de crâne. Les Aztèques envoient des messagers à tous les peuples soumis avec le même message. Les dieux blancs saignent et meurent comme des hommes ordinaires. La propagande aztèque fonctionne. Les alliés indiens qui soutenaient Cortés l'abandonnent. Des villes qui avaient accepté de payer tribut à l'Espagne reviennent sous le contrôle aztèque. L'empire que Cortés croyait avoir conquis se reforme autour de Tenochtitlan. Son expédition semble terminée. Un échec total. Les officiers espagnols débattent de l'avenir. Beaucoup veulent retourner à Veracruz, s'embarquer pour Cuba et oublier cette maudite conquête. Ils ont perdu des fortunes, des amis, presque leur vie. Pourquoi risquer davantage face à un empire qui vient de les humilier? Cortés refuse. Abandonner maintenant signifie que tous les morts sont morts pour rien. Cela signifie admettre que Diego Velázquez avait raison de le rappeler. Cela signifie la ruine financière et probablement le procès et la prison en Espagne. Mais au-delà des considérations personnelles, Cortés a compris quelque chose que ces hommes n'ont pas encore saisi. La Noche Triste, aussi catastrophique soit-elle, a révélé une faiblesse critique de l'empire aztèque. Les peuples soumis haïssent leurs maîtres aztèques. Pendant le siège de Tenochtitlan, les Tlaxcaltèques ont combattu aux côtés des Espagnols, même au prix de milliers de morts. D'autres peuples feraient de même si on leur offrait une alternative crédible à la domination aztèque. L'empire n'est pas un monolithe uni, mais une mosaïque de nations conquises tenues par la peur. Cortés commence à reconstruire. Il envoie des messagers à Veracruz demander des renforts,
des armes, de la poudre. Il écrit au roi Charles Quint pour expliquer la situation et demander du soutien. Il entretient l'alliance Tlaxcaltèque en aidant ses alliés à attaquer les villes aztèques voisines. Ces raids servent double objectif: affaiblir l'Empire et prouver que les Espagnols peuvent encore gagner des batailles. Des renforts arrivent par petits groupes de Veracruz. Des navires espagnols débarquent sur la côte, attirés par les rumeurs d'or. Cortés les intègre à son armée. En septembre 1520, il a reconstitué une force de 600 fantassins espagnols et 40 cavaliers. Ce n'est pas suffisant pour attaquer Tenochtitlan, mais c'est assez pour mener des opérations. En octobre 1520, une épidémie de variole frappe la vallée de Mexico. Les Espagnols ont apporté cette maladie d'Europe. Les Européens ont développé une immunité partielle au fil des siècles. Les Aztèques n'ont jamais été exposés à la variole. Ils n'ont aucune défense biologique. L'épidémie tue entre 1/3 et la moitié de la population de Tenochtitlan en 3 mois. L'empereur Cuitlahuac meurt de la variole après seulement 80 jours de règne. Cuauhtémoc, neveu de Moctezuma et cousin de Cuitlahuac, devient le nouvel empereur à 25 ans. C'est un guerrier accompli qui a combattu les Espagnols pendant la Noche Triste. Contrairement à Moctezuma, il ne voit pas les Espagnols comme des dieux, mais comme des envahisseurs à exterminer. Il réorganise les défenses de Tenochtitlan et prépare la ville pour un long siège. Pendant l'hiver 1520 à 1521, Cortés lance une campagne systématique pour isoler Tenochtitlan. Il attaque et soumet toutes les villes autour du lac Texcoco. Certaines se rendent après une brève résistance. D'autres résistent et sont prises d'assaut. Cortés applique une politique de terreur calculée. Les villes qui se rendent pacifiquement sont épargnées. Celles qui résistent sont massacrées sans pitié, hommes, femmes et enfants. Le message est clair: se soumettre aux Espagnols est moins dangereux que rester loyal aux Aztèques. La stratégie fonctionne. Une à une, les cités autour du lac changent de camp. Texcoco, deuxième ville de l'Empire après Tenochtitlan, se révolte contre les Aztèques et s'allie à Cortés. D'autres villes suivent. L'anneau se resserre autour de Tenochtitlan. Cortés conçoit un plan audacieux. Tenochtitlan est une île fortifiée accessible seulement par les chaussées. Les Aztèques contrôlent le lac avec leurs milliers de canaux. Pour prendre la ville, il faut contrôler le lac. Cortés ordonne la construction de 13 brigantins, des navires de guerre à voile et à rames armés de canons. Martin Lopez, charpentier de marine, dirige le projet. Les bois sont coupés dans les forêts des montagnes environnantes et transportés à Tlaxcala, où les navires sont construits puis démontés. Les pièces sont numérotées et transportées à dos d'homme jusqu'à Texcoco, où les brigantins sont réassemblés au bord du lac. C'est un exploit logistique incroyable. Des milliers de porteurs tlaxcaltèques transportent des tonnes de bois, de ferrures, de cordages sur 80 km de terrain montagneux. En avril 1521, les brigantins sont lancés sur le lac Texcoco. Pour la première fois depuis la Noche Triste, les Espagnols ont la supériorité navale. Les brigantins, avec leurs voiles et leurs canons, dominent les canaux aztèques. Cortés a maintenant une armée de 900 Espagnols, 100 000 alliés indigènes et le contrôle du lac. Le 26 mai 1521, Cortés lance le siège de Tenochtitlan. 3 armées espagnoles attaquent simultanément les 3 chaussées principales. Pedro de Alvarado commande l'attaque sur la chaussée de Tacuba, à l'ouest, celle de la Noche Triste. Cristobal de Olid attaque la chaussée de Coyoacán au sud. Gonzalo de Sandoval attaque la chaussée d'Iztapalapa au sud-est. Les brigantins patrouillent le lac pour empêcher les renforts et les approvisionnements d'atteindre la ville. Cuauhtémoc organise une défense tenace. Il transforme Tenochtitlan en forteresse. Chaque maison devient un bunker, chaque canal un fossé défensif, chaque rue une zone de mort. Les Aztèques détruisent les ponts, creusent des tranchées, érigent des barricades. Ils préparent des embuscades à chaque coin de rue. Les Espagnols progressent lentement. Ils prennent une rue, puis une autre. Chaque mètre coûte des vies. Les Aztèques attaquent depuis les toits avec des pierres, des javelots, des flèches. Ils tendent des pièges. Ils creusent des fosses couvertes où les cavaliers et leurs chevaux chutent. Ils attaquent de nuit quand les Espagnols dorment. Cortés adopte une tactique de destruction systématique. Chaque bâtiment pris est rasé.
Chaque canal franchi est comblé. Tenochtitlan, la magnifique capitale aztèque, est détruite pierre par pierre. Les pyramides sont démolies, les palais incendiés, les temples profanés. La ville qui avait émerveillé les Espagnols 11 mois plus tôt disparaît sous leurs coups. Le siège dure 75 jours. La famine frappe les défenseurs. Les cadavres s'accumulent dans les rues. Les maladies se propagent. L'eau potable manque car les Espagnols contrôlent les aqueducs. Les Aztèques mangent l'écorce des arbres, l'herbe, les insectes. Ils mâchent du cuir bouilli. Certains recourent au cannibalisme. Malgré cela, Cuauhtémoc refuse de se rendre. Il ordonne à ses guerriers de combattre jusqu'à la mort. Chaque jour, les prêtres sacrifient les prisonniers espagnols capturés sur le Templo Mayor. Ils exposent leurs têtes sur le Tzompantli pour démoraliser les assiégeants. Ils jettent leurs corps démembrés depuis les remparts. Certains prisonniers sont forcés à combattre contre leurs anciens camarades, nus et désarmés, poussés vers les lignes espagnoles comme boucliers humains. En juin 1521, les Aztèques réussissent une contre-attaque brillante. Ils tentent une embuscade à une section espagnole dans une rue étroite. Ils capturent en 60 soldats espagnols vivants et les traînent vers le Templo Mayor pour les sacrifier. Les Espagnols assistent impuissants depuis les chaussées au massacre de leurs camarades. Les tambours résonnent jour et nuit pendant que les sacrifices continuent. Cortés envisage de lever le siège. Ses pertes augmentent. Ses alliés indigènes commencent à murmurer que les Espagnols ne peuvent pas gagner. Mais abandonner maintenant, après tout ce qu'il a investi, signifie perdre définitivement toute crédibilité. Il décide de continuer jusqu'à l'anéantissement total de Tenochtitlan. En août 1521, les défenseurs sont réduits à quelques milliers de guerriers affamés et malades. Ils tiennent encore le quartier de Tlatelolco au nord de la ville. C'est le dernier bastion. Les rues sont jonchées de cadavres que personne n'a la force d'enterrer. L'odeur de la mort imprègne tout. Le 13 août 1521, Cuauhtémoc tente de fuir en canot avec sa famille et quelques nobles. Un brigantin espagnol l'intercepte. Le jeune empereur est capturé. Amené devant Cortés, Cuauhtémoc dit « J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire pour défendre sa ville. Maintenant tuez-moi car ma vie n'a plus de valeur. » Cortés épargne initialement Cuauhtémoc. Il espère que l'empereur révélera où est caché le trésor royal. Mais Cuauhtémoc refuse de parler. Les Espagnols le torturent. Ils lui brûlent les pieds avec de l'huile bouillante. Cuauhtémoc endure les tortures sans révéler quoi que ce soit. Finalement, Cortés le garde prisonnier comme symbole de sa victoire. Avec la capture de Cuauhtémoc, la résistance aztèque s'effondre. Les derniers défenseurs déposent les armes. Le siège de Tenochtitlan se termine après 75 jours de combats acharnés. L'empire aztèque a cessé d'exister. Les pertes sont effroyables. Sur les 300 000 habitants de Tenochtitlan avant le siège, seulement 60 000 survivent. Plus de 240 000 Aztèques sont morts de famine, de maladies, de combats ou exécutés après la reddition. Les alliés indigènes de Cortés ont perdu plus de 30 000 hommes. Les Espagnols déplorent 100 morts supplémentaires pendant le siège, portant leur perte totale depuis la Noche Triste à 900 hommes. Tenochtitlan n'existe plus. La magnifique cité lacustre qui rivalisait avec les plus grandes capitales européennes est réduite à des ruines fumantes. Les pyramides sont démolies, les palais détruits, les canaux comblés de débris et de cadavres. L'eau du lac Texcoco est polluée par des milliers de corps en décomposition. Cortés ordonne la reconstruction de la ville sous le nom de Mexico. Les pierres des temples aztèques servent à construire des églises catholiques. Le Templo Mayor est rasé et une cathédrale érigée à sa place. Les survivants aztèques sont réduits en esclavage et forcés de bâtir la nouvelle capitale espagnole sur les ruines de l'ancienne. Le trésor de Moctezuma n'est jamais retrouvé. Cortés torture Cuauhtémoc et d'autres nobles pour les faire parler, mais soit ils ne savent vraiment pas où il est caché, soit ils préfèrent mourir plutôt que révéler le secret. Des tonnes d'or reposent probablement encore au fond du lac Texcoco, perdu depuis la Noche Triste. En 1525, Cortés emmène Cuauhtémoc dans une expédition au Honduras. Il craint que l'ancien empereur devienne un symbole de résistance s'il reste au Mexique. Pendant le voyage, Cortés accuse Cuauhtémoc de fomenter une révolte. Sans procès ni preuve, il ordonne son exécution.
Cuauhtémoc est pendu à un arbre dans la jungle hondurienne. Le dernier empereur aztèque meurt à 29 ans, 4 ans après la chute de son empire. La conquête espagnole du Mexique ne s'arrête pas avec Tenochtitlan. Les années suivantes voient la soumission progressive de tout le territoire mexicain. Les maladies européennes, principalement la variole et la rougeole, déciment la population indigène. En 1519, le Mexique central comptait environ 25 millions d'habitants. En 1600, seulement 1 million survivent. C'est l'une des plus grandes catastrophes démographiques de l'histoire humaine. La Noche Triste reste l'événement le plus dramatique de cette conquête. Une nuit où 800 hommes sont morts en traversant une chaussée de 8 kilomètres. Une nuit où l'or convoité s'est transformé en linceul de plomb pour ceux qui l'ont emporté. Une nuit où des tonnes de trésors ont coulé au fond d'un lac. Une nuit qui a failli mettre fin à la conquête espagnole avant qu'elle ne commence vraiment. Les conquistadors survivants ne parlèrent de cette nuit qu'avec réticence. Bernal Díaz del Castillo, dans sa chronique écrite des décennies plus tard, décrit encore avec émotion les scènes qu'il a vues, les camarades se noyant sous le poids de leur cupidité, les blessés abandonnés sur la chaussée, les cris des captifs traînés vers les temples pour être sacrifiés. Pour les Aztèques, la Noche Triste représente leur dernière grande victoire. Une nuit où ils ont prouvé que les envahisseurs pouvaient être vaincus. Une nuit où ils ont vengé le massacre de Toxcatl et l'humiliation de Moctezuma. Mais cette victoire tactique n'a pas pu empêcher la défaite stratégique qui allait suivre. La chaussée de Tacuba, où s'est déroulée la Noche Triste, existe encore aujourd'hui sous forme d'avenue dans Mexico moderne. On y trouve un monument marquant l'endroit approximatif de la tragédie. Les archéologues ont récupéré du lac Texcoco quelques objets datant de cette nuit. Des épées rouillées, des fragments d'armure, des ossements humains. Mais l'essentiel du trésor reste introuvable, englouti sous des siècles de sédiments. La Noche Triste a façonné l'histoire de l'Amérique latine de manières inattendues. Elle a appris à Cortés qu'il ne pouvait pas conquérir le Mexique avec une poignée d'Espagnols. Il lui fallait des dizaines de milliers d'alliés indigènes. Cette stratégie de conquête par alliance avec les peuples soumis allait devenir le modèle pour toutes les conquêtes espagnoles ultérieures en Amérique. Francisco Pizarro, qui conquiert l'Empire Inca 12 ans plus tard, applique les leçons de Cortés. Il exploite les divisions internes de l'Empire, s'allie au peuple mécontent du Juginka et utilise une combinaison de supériorité militaire et de guerre psychologique pour triompher d'un empire de millions d'habitants avec quelques centaines de soldats. La Noche Triste a également révélé les limites de la cupidité. Les soldats qui se sont alourdis d'or sont morts noyés dans le lac Texcoco. Ceux qui ont voyagé léger ont survécu. Cette leçon sur le prix mortel de l'avidité excessive a résonné dans toute la conquête espagnole de l'Amérique, même si elle n'a pas empêché des comportements similaires de se répéter. Sur le plan militaire, la bataille d'Otumba 7 jours après la Noche Triste démontre l'importance du commandement et du moral. Une armée épuisée de 440 hommes a vaincu une force 50 fois supérieure grâce à une charge audacieuse visant le commandant ennemi. Cette victoire a sauvé l'expédition de Cortés et rendu possible la reconquête ultérieure de Tenochtitlan. La destruction de Tenochtitlan pendant le siège de 1521 représente une perte culturelle immense. La capitale aztèque était un chef-d'œuvre d'urbanisme et d'architecture. Ses pyramides, ses palais, ses jardins et ses canaux formaient un ensemble unique au monde. Tout a été détruit par les Espagnols qui, ironiquement, avaient été émerveillés par la beauté de la ville lors de leur première visite. Les codex aztèques, les livres pictographiques qui contenaient l'histoire et les connaissances de cette civilisation, ont été presque tous brûlés par les missionnaires espagnols comme œuvres du démon. Seuls quelques exemplaires ont survécu. La majeure partie de la culture et de l'histoire aztèque a disparu, ne subsistant que dans les chroniques espagnoles écrites par les conquistadors et les moines. La population indigène du Mexique ne s'est jamais remise du choc de la conquête. Les maladies, le travail forcé dans les mines et les plantations, les bouleversements sociaux ont décimé les survivants. Les descendants des Aztèques existent toujours. Ils parlent encore nahuatl dans certaines régions rurales, mais la civilisation florissante que Cortés a trouvée en 1519 a été effacée. L'or et l'argent pillés au Mexique, et plus tard au Pérou,
ont financé l'Empire espagnol pendant 2 siècles. Ils ont permis à l'Espagne de devenir la puissance dominante en Europe au XVIe siècle. Mais cette richesse a aussi causé l'inflation massive en Europe et finalement la décadence économique de l'Espagne, qui n'a jamais développé son industrie, préférant vivre des richesses américaines. La noche triste reste un symbole puissant pour les Mexicains modernes. Pour certains, c'est la preuve que les peuples indigènes ont résisté courageusement aux envahisseurs. Pour d'autres, c'est un rappel de la tragédie de la conquête qui a détruit des civilisations entières. Le débat sur la signification de la conquête espagnole continue au Mexique 5 siècles plus tard. Cortés lui-même est devenu une figure controversée. Les Espagnols l'ont célébré comme un héros qui a conquis un empire pour leur roi. Les Mexicains le voient souvent comme un génocidaire qui a détruit leur civilisation ancestrale. La vérité se situe probablement entre les deux. Cortés était un homme de son époque, motivé par l'ambition, la cupidité et la foi religieuse, capable à la fois de cruauté extrême et de brillance tactique. Il est mort en Espagne en 1547 à l'âge de 62 ans, amer et largement oublié. Le roi Charles Quint, qui avait bénéficié énormément de ses conquêtes, l'a traité avec indifférence. Cortés a passé ses dernières années à réclamer en vain les récompenses et la reconnaissance qu'il estimait méritées. Ses restes ont été transférés plusieurs fois entre l'Espagne et le Mexique, reflétant le statut ambigu de ce conquistador dans l'histoire. La chaussée de Tacuba, où s'est déroulée la noche triste, n'est plus une étroite bande de terre sur un lac. Le lac Texcoco a été progressivement asséché au fil des siècles. Mexico s'est étendu sur l'ancien lac. Aujourd'hui, c'est une mégapole de plus de 20 millions d'habitants, construite sur les ruines de Tenochtitlan et les sédiments du lac disparus. Parfois, lors de travaux de construction, on découvre encore des vestiges de cette époque. Des fondations de temples aztèques, des armes espagnoles, des ossements. Chaque découverte rappelle les événements dramatiques qui se sont déroulés sur ce sol il y a 5 siècles. La noche triste reste l'une des plus grandes catastrophes militaires jamais subies par les conquistadors espagnols. En une seule nuit, Cortés a perdu plus de la moitié de ses forces, tout son équipement lourd et son trésor entier. Pourtant, grâce à son refus d'accepter la défaite et sa capacité à exploiter les divisions de l'Empire aztèque, il a transformé ce désastre en simple revers temporaire. L'histoire aurait pu se dérouler différemment. Si les Aztèques avaient poursuivi les survivants plus agressivement après Otumba, si les Tlaxcaltèques avaient abandonné leur alliance, si les renforts n'étaient pas arrivés de Veracruz, la conquête espagnole aurait échoué. Cortés serait mort obscurément au Mexique, et l'Empire aztèque aurait survécu, du moins temporairement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La noche triste, aussi terrible soit-elle pour les Espagnols, n'a été qu'un chapitre dans une histoire plus vaste de conquête, de destruction et de transformation. Une nuit de terreur qui a failli changer le cours de l'histoire, mais qui finalement n'a fait que retarder l'inévitable pendant 1 an. Les 500 conquistadors encerclés par l'Empire aztèque dans les rues de Tenochtitlan, cette nuit de juin 1520, ne savaient même pas qu'ils participaient à un événement qui serait étudié et débattu 5 siècles plus tard. Ils essayaient simplement de survivre, de franchir 8 kilomètres de chaussée sous une pluie de flèches et de pierres, en enjambant les cadavres de leurs camarades. Certains ont survécu et vécu pour raconter cette nuit d'horreur. La plupart sont morts noyés dans le lac Texcoco, alourdis par l'or qu'ils refusaient d'abandonner même face à la mort. Leurs noms sont oubliés, leurs corps jamais retrouvés, reposant quelque part sous les fondations de Mexico moderne. C'est leur histoire, l'histoire de la noche triste, la nuit où l'Empire aztèque a failli gagner.